qu'on ait d'autres clients. Pas sûr qu'on ait d'autres clients. Bonjour, bonsoir.
Et cette décision, en portant la décision de fermer le commerce de proximité. J'avoue que personnellement, j'ai réagi vivement. Et je vais savoir tout de suite sur Internet, le blog. C'est vrai que cette mesure nous a paru totalement injuste. Je comprends les consignes sanitaires, les plus pratiques pour elles, et elles s'imposent à tous. Voilà, les mêmes mesures pour tout le monde. Mais là, j'avoue que je continue à ne pas comprendre et à ne pas souscrire à cette décision du gouvernement, consistant à dire on ferme les commerces de proximité non alimentaires. Par contre, on laisse ouvert les supermarchés qui vont pouvoir vendre donc, les produits qui sont vendus dans ces commerces de proximité. Alors, personnellement, je connais des choses qui ne sont pas. Et puis, immédiatement, j'ai constaté que les collègues maîtres, l'ensemble du pays, a réagi à de la même manière. À la fois très respectueux des consignes sanitaires, là, c'est tout à fait la base, même si la question des commerces de proximité est extrêmement préoccupante, on sent très bien dans notre pays, il y a quand même un large consensus, une grande majorité de citoyens qui souhaitent les commerces. Ça, c'est clair. Donc, personnellement, j'ai donc accédé à la démarche de l'Association des maires de France, évidemment de l'Association des maires de France en 1977, pour solliciter le gouvernement en demandant que le mécanisme nécessitait une justice. Donc, les démarches de ces grandes associations d'élus sont au point de vue, puisque vous devez savoir, on a fait je crois, le texte du ministre, après la décision de demander au supermarché de fermer les maisons non alimentaires, pour rétablir une équité et une justice par rapport au commerce de proximité. Bon, donc on vient de discuter d'accord. Cela dit, ça, malheureusement, ne nous mettra pas de bon cœur à nos commerçants de proximité qui sont évidemment de ces conséquences de la crise sanitaire. Donc, je dis, voilà, donc voilà où nous sommes. C'est vrai que j'ai vu aussi l'application dans 15 jours, on pourra le temps, et on convient dans le cas de l'utilisation, on aura permis peut-être d'éclairer le gouvernement sur les conséquences donc, de certaines décisions qui, semble-t-il, sont peut-être un petit peu d'en haut et sans finalement plus bas. Là, nous sommes nous dans le contenu, c'est aussi le France. Voilà, je vais faire ce rappel. Je crois que là-dessus, l'ensemble des élus est pratiquement en phase. Bon, je vais décider par rapport à cette perception des choses, plus j'en prie, mais justice, absolument. Et en attendant, bien sûr, à continuer à notre travail. Il n'y a pas de temps pour les élus, si c'est de la même affaire, pour décider la programmation. Les filles vont faire, évidemment, on ne comprend pas. Donc, la chair de gaz, on prend plus d'actifs,
Bon, bah écoutez, on va quand même poursuivre, hein, mais c'est vrai que c'est contrariant. Bien. Alors, le débat est préalablement à la présentation donc des orientations budgétaires pour 2021. Donc, je vais donner la parole à Julien Béraud qui va nous présenter donc ce rapport. Julien. Merci Madame la maire. En préambule, rappeler que le débat d'orientation budgétaire est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants, qu'il doit être présenté en conseil municipal au maximum 2 mois avant le vote du budget. Donc dans notre prévision, nous avons un vote du budget au 14 décembre. Donc nous sommes dans les temps. Rappeler également que le débat d'orientation budgétaire comme disait Madame la maire, n'est pas du tout le vote du budget. Ce sont les grandes lignes prospectives au regard des éléments que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé jusqu'ici, avec différents éléments que nous connaissons d'ores et déjà. Le projet de loi de finances qui a été présenté par le gouvernement le 28 septembre dernier et qui sera adopté définitivement le 21 décembre prochain. Des certitudes sur, par exemple, l'ANRU qui se poursuit en centre-ville et donc des subventions attendues, ou encore des soutiens avec des partenaires institutionnels que nous connaissons bien et avec qui nous travaillons régulièrement. Je pense notamment à Grand Paris Sud avec différents moyens de subvention. Donc le rapport, vous l'avez en présentation dans le dossier numérique, je pense aux collègues qui sont sur les tablettes, à partir de la page 76, et les documents le rapport est à la page 78 jusqu'à la page 97. En introduction, un petit point sur le contexte national où, au moment de la commission qui s'est tenue le 12 octobre dernier, on présentait une contraction de l'économie française à 10% pour 2020. Le gouvernement a actualisé cette donnée au regard de la décision de reconfinement à 11,3%, donc moins 11,3% de croissance, malgré un rebond de l'économie au troisième trimestre 2020 de 18,2%. Le déficit, la croissance sera en chute de 11,3% et le déficit d'autant plus creusé aux alentours de 120% du produit intérieur brut. Pour le projet de loi de finances 2021, à ce stade, il n'y a pas de modification dans le projet du gouvernement. On est toujours sur une croissance à 8%, croissance à 8% qui se base principalement sur la consommation des ménages. Donc on est sur une donnée qui pourra naturellement évoluer dans le temps en fonction du contexte. Sur les concours financiers de l'État, toutes les différentes subventions que nous avons, ces concours sont stables au titre du projet de loi de finances, avec une hausse de la péréquation, notamment de la dotation de solidarité urbaine à 90 millions, une stabilité également de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, à 4 milliards, mais avec un fléchage particulier d'1 milliard sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une priorité, je pense qu'on en a tous conscience, et c'est une priorité à Moissy-Cramayel, donc nous ferons là aussi le nécessaire pour aller chercher les subventions afférentes. Un gros sujet sur 2021, la nationalisation de la taxe d'habitation, avec les compensations aux communes qui sera réalisée sur les bases du foncier bâti du département. Nous y reviendrons, sachant que les départements seront compensés par une part de TVA, qui est un impôt collecté nationalement, avec toutes les questions qui peuvent intervenir sur la consommation par les temps qui courent et donc le poids de la TVA récoltée par l'État. Du point de vue communal, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, qui avait été adoptée juste après les élections de 2017, avait consacré la fin de la contribution au redressement des finances publiques pour les communes, mais avec une instauration de règles de bonne conduite en matière de maîtrise des dépenses et un engagement d'une démarche de désendettement pour les communes. Moissy-Cramayel n'ayant pas attendu la loi de programmation des finances publiques 2018 pour engager son action de désendettement. Donc, ces règles de bonne conduite conduisent à un écrêtement des dotations, on le verra, sur plusieurs années. On renote que sur la période 2015-2019, les charges de fonctionnement à Moissy ont augmenté en moyenne de 0,67% par an. On parle bien en compte administratif, on n'est pas en budget primitif, hein, c'est bien les résultats constatés en fin d'année.
Malgré des dotations qui peuvent être un peu fluctuantes ou à la baisse, Moissy a fait le choix de poursuivre son investissement et de maintenir sa capacité d'investissement dans la durée, tout en poursuivant son désendettement. Et sur une période 2014-2018, la commune s'est désendettée de 26,33%, soit 5,43 millions d'encours de la dette. Le recours à l'emprunt est modéré depuis 2014. La gestion est saine et ça a permis d'absorber un recours à l'emprunt plus important en 2019. On l'a évoqué en commission le 12 octobre dernier, le prêt-relais de 2,3 millions qui a été contracté dans l'attente de la perception du FCTVA. Et le dossier est en cours d'étude à la préfecture. Les conditions de l'équilibre, notamment en fonctionnement, je le rappelle, la taxe d'habitation est nationalisée en matière de recettes. Et sur les recettes, nous proposons dans ce débat d'orientation budgétaire un maintien des taux de fiscalité. Donc pour mémoire, la taxe d'habitation 18,98%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 31,19 de 2009 à 2018, et depuis 2019 à 30,57%, et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 80,7%, étant précisé que depuis 2009, les taux de fiscalité à Moissy n'ont pas augmenté, et donc on vient de le dire, sur les propriétés bâties, même baissé. Il y a sur cette slide un petit encart à 48,57% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ça correspond à la réforme de la taxe d'habitation. Donc, comme je le disais, la réforme de la taxe d'habitation conduit à une nationalisation de cette taxe. De plus en plus de foyers fiscaux ne payeront plus la taxe d'habitation jusqu'à 2023 où plus personne ne la payera. Et en compensation pour les communes qui vont perdre progressivement cette part de recettes, le gouvernement a décidé que les communes percevront la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements. Donc pour le département de Seine-et-Marne, c'est un taux de 18% qui viendra s'additionner, mais on aura l'occasion d'en reparler au moment où la taxe foncière 2021 arrivera dans nos boîtes aux lettres à l'été prochain. La taxe foncière à Moissy, on verra apparaître un taux de 48,57%. Ce n'est pas la commune qui propose ce taux de 48,57%, c'est bien l'addition du taux de 30,57 plus les 18 du département. Nous proposons bien de ne pas toucher à notre taux. De même que sur la taxe d'habitation, nous serons toujours obligés, nous, conseil municipal de Moissy, d'adopter un taux de taxe d'habitation, même lorsque celle-ci aura disparu, puisque la taxe d'habitation demeure existante pour les locaux vacants et les résidences secondaires. C'est un sujet qui a été longuement discuté en commission le 12 octobre dernier, où on a apporté un maximum de précisions. La compensation est totale. Nous avons, pour la taxe d'habitation, nous avons l'assurance de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, avec l'application d'un coefficient correcteur qui, pour Moissy, est favorable. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Nous aurons bien la compensation pleine et entière. Voilà sur les recettes en fonctionnement. Concernant les dépenses, pour obtenir l'équilibre, il va nous falloir maîtriser et contenir l'évolution de la masse salariale, hors équipement nouveau, dans la continuité des constats que nous avons réalisés sur les années précédentes, poursuivre notre politique de désendettement et contenir les dépenses courantes afin de dégager un autofinancement qui va nous permettre, comme nous le faisons depuis plusieurs années, d'entretenir notre patrimoine sur nos fonds propres. En matière de dotation de l'État, un petit préalable, la hausse des prix sur le dernier mandat s'est élevée en moyenne à 5,8%. Entre 2014 et 2020, les prix ont augmenté de 5,8%. Ce sont des données INSEE. Qu'on met en rapport avec une baisse de nos dotations de 9,17% sur la même période. Donc, pour 2021, nous avons pris ces données. On le disait, une stabilité relative des dotations de l'État dans le PLF 2021, avec une estimation pour Moissy d'une baisse de 0,7% par rapport à 2020 de l'ensemble de nos dotations. Quelques chiffres, et je m'en excuse, mais ça, c'est pour concrétiser un petit peu. La dotation globale de fonctionnement va demeurer stable, mais l'écrêtement
va augmenter. Il faut savoir que la DGF représente 18,3 milliards d'euros. Alors pas pour Moissy-Cramayel, hein, sinon ça serait trop beau, mais pour l'ensemble des communes de France. L'écrêtement, c'est un mécanisme, je fais un petit peu de pédagogie, mais c'est un mécanisme qui permet de réduire, on va dire, la dotation globale de fonctionnement en fonction de la taille des communes et de leur richesse fiscale. C'est une forme de péréquation et en imagé très rapidement, plus les recettes fiscales d'une commune sont élevées, plus la DSU baisse. Voilà, pour ne pas avoir la DGF, pardon, je disais DSU parce que j'ai vu en dessous, la DGF baisse au fur et à mesure que les recettes fiscales augmentent. La hausse de la DSU à 2,97%, on le disait en introduction, elle est redotée de 90 millions d'euros supplémentaires. La dotation nationale de péréquation qui est en baisse de près de 10%. Et en investissement, les montants doivent être équivalents à 2020 pour la DETR, dotation à l'équipement des territoires ruraux, qui s'établit à 1,05 milliard dans le PLF, et la dotation politique de la ville, ainsi que la DSIL, on l'a dit, sont également des dotations stables. Alors maintenant, les orientations que nous proposons pour le budget 2021, j'en ai déjà un petit peu parlé en présentant les éléments contextuels. Les priorités de notre budget, la reconduction des taux de fiscalité locale avec, je le redis, un effort de pédagogie qu'il nous faudra avoir sur la taxe d'habitation. Contenir l'évolution de la masse salariale en activant tous les leviers des ressources humaines, on en reparlera. Dégager une épargne nette suffisante, là on est toujours sur notre programme d'investissement et l'entretien de notre patrimoine municipal. Une maîtrise du recours à l'emprunt qui permet tout de même de poursuivre le désendettement de notre commune, étant précisé que nous sommes dans une période où les taux d'emprunt sont assez intéressants. On ne sait pas combien de temps cela durera, mais les taux d'emprunt sont toujours assez bas et nous avons des échanges avec nos prêteurs et ils nous confirment cette tendance sur encore une bonne partie de l'année 2021, voire même sur toute l'année 2021. Je reviens sur les recettes de fonctionnement un peu plus dans le détail. Vous le voyez sur le tableau. Une hausse des recettes fiscales, et je ne ferai pas les lignes à ligne, mais quelques éléments tout de même. En matière de recettes fiscales, on voit une variation en masse de 246 000 euros entre le BP 2020 et les prévisions 2021 que nous avons réalisées. Il faut savoir que les recettes fiscales sont indexées sur l'inflation de manière annuelle et que les bases sont revues chaque année, ce qui peut conduire naturellement, outre le fait qu'on peut avoir des nouveaux logements, conduit de manière mécanique à augmenter cette masse de recettes fiscales, avec l'impact qu'on retrouve partiellement dessous sur la DGF qui peut apparaître en baisse. Le tableau reprend donc l'intégralité des subventions et des recettes, notamment les subventions auxquelles on peut prétendre. Un petit point sur le fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, qui est donc un héritage de l'ancienne communauté de Sénart, l'ancienne communauté d'agglomération, on va l'appeler comme ça, de Sénart, où il a été décidé que lors de la fusion en 2016, était maintenu le fonds de péréquation intercommunale jusqu'en 2023. Le fonds de péréquation intercommunale au niveau national, c'est 1 milliard d'euros. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud est aux alentours de 9 millions d'euros annuels, se répartissant entre 55-60 et 45-40 entre l'agglomération et les communes, étant précisé qu'à partir de 2023, ce FPIC pour Grand Paris Sud sera un FPIC contributeur. Donc l'agglomération ne touchera plus 9 millions, mais devra 6 millions d'euros annuels, ce qui fait un gap de 15 millions d'euros à trouver. C'est en 2023, certes, mais l'agglomération commence déjà à travailler dessus. Nous y siégeons avec Madame la maire et Stéphanie Lemeur. En effet, les travaux commencent pour repenser un peu l'après. Sur les autres recettes, quelques détails, puisque c'est un terme un peu fourre-tout. On retrouve les tarifs municipaux, la taxe additionnelle aux droits de mutation, le FCTVA et toutes les recettes qu'on peut toucher d'autres partenaires, notamment le département et la CAF, comme on a pu avoir pour la crèche par exemple. Vous avez le petit schéma qui vous précise que la fiscalité représente pour Moissy 55%
de ces recettes de fonctionnement. J'ai presque envie d'appeler ça des ressources propres. Les dotations sont à 24% et les autres recettes représentent tout de même 21%. En matière de dépenses de fonctionnement, l'objectif est de maintenir le niveau de service qui est rendu au mois C1, voire même d'aller plus avant quand c'est possible. En conséquence, avec une volonté d'inscrire un autofinancement supplémentaire, le budget 2021 ne peut se réaliser qu'au regard d'une stabilisation des dépenses. Cette slide reprend ce qui a été inscrit aux différents BP sur 3 ans, 2018 à 2020, et nous avons mis en dessous ce que nous avons réalisé en compte administratif, sachant que la prévision 2020 à 22 640 €, cette prévision comprend une donnée qu'il y a dans le rapport d'orientation budgétaire, à savoir l'impact Covid sur 2020, qui est estimé aux alentours de 370 000 € à ce stade. Quand les documents ont été faits, nous n'avions pas le deuxième confinement dans le viseur et nous aurons donc des données beaucoup plus complètes au moment du compte administratif où nous aurons l'impact définitif sur 2020 de cette crise sanitaire. En matière de dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, nous l'avons dit, l'objectif est de maîtriser et de contenir l'évolution de notre masse salariale à mois-ci et d'utiliser tous les leviers tout en utilisant les leviers pour maintenir une qualité de service pour les mois CN et les mois C1. Nous proposons à ce stade une évolution de la masse salariale modérée aux alentours de 1%, puisqu'on est à plus 0,99% entre le BP 2020 et le BP 2021, étant précisé que depuis 2014, nous avons constaté une hausse des dépenses de personnel de 1,07% par an. Donc nous sommes sur une prévision sage, étant entendu que le gouvernement, dans ses nombreuses annonces de relance de soutien, n'a pas prévu de mesures spécifiques fonctionnaires. Je pense notamment au point d'indice, mais voilà, qui aurait un impact légèrement supérieur au 1%. Il n'y a donc pas de mesures nouvelles pour la fonction publique. Nous sommes sur un GVT, en glissement vieillesse technicité, en réalité, qui va impacter à 1% en moyenne, comme on le constate donc depuis 2014. Le GVT étant cet avancement automatique des fonctionnaires en matière de carrière, où, selon un rythme régulier, ils prennent un échelon, quelques points d'indice et quelques euros. On a également précisé dans cette slide l'évolution des effectifs en ETP. En 2020, au 31/12... Équivalent temps plein. Équivalent temps plein, merci Aline. Équivalent temps plein, donc 378,25 au 31 décembre 2020, une projection à 380 en 2021. Alors, Madame la maire précisait équivalent temps plein. En effet, on est sur un nombre d'effectifs à Moissy-Cramayel d'environ 470-475 personnes, mais toutes ces personnes ne sont pas à temps plein. J'en veux pour exemple que nous avons 57% du personnel qui est employé à temps plein à Moissy, un peu plus de 40% qui est employé à temps incomplet, c'est-à-dire des missions qui ne nécessitent pas d'être présents à temps plein sur les fonctions, et nous avons un petit reliquat de 2% de personnes qui sont à temps partiel, où là c'est un choix personnel de l'agent de réaliser ces missions non pas à 100%, mais à un taux inférieur. Donc voilà, une légère évolution en équivalent temps plein. Je tiens à préciser, c'est précisé dans le rapport aussi, que 85% de nos personnels sont des agents de catégorie C à Moissy-Cramayel, qui est la catégorie, j'aime pas le terme, mais la plus basse de la fonction publique. Donc, tout ça pour mettre en rapport, on n'est pas sur des gros salaires. Malheureusement, on pourrait le dire. En matière de dépenses, toujours, les autres dépenses, en dehors des dépenses de personnel, la passation des marchés, où nous avons une mise en concurrence systématique, et l'ouverture de ce conseil sur les MAPA le montre, où on a des petits marchés qui sortent de manière régulière. Les crédits d'activité des services seuls vont être intégrés les hausses contractuelles liées au partenariat déjà engagé et les mesures nouvelles liées à l'ouverture des nouveaux équipements.
Les frais financiers baissent légèrement pour 2021 du fait d'un infléchissement des taux d'intérêt, j'en parlais, d'un recours modéré à l'emprunt et également de la diminution de l'encours de la dette sur la commune de Moissy. Vous retrouverez également dans le rapport la notion d'attribution d'assez négative que nous devons à Grand Paris Sud aux alentours de 340 000 euros, 40 000 euros annuels. En matière d'investissement, maintenant, les subventions de nos partenaires publics, j'en parlais en introduction, au titre de l'ANRU, la région subventionnera à hauteur de 900 000 euros la réhabilitation du groupe scolaire de l'UNI, avec une prévision de réalisation sur 2 ans. Le fonds de concours de Grand Paris Sud qui est calculé en fonction du nombre d'habitants et du nombre de permis de construire délivrés, qui est estimé à 180 000 euros pour l'année 2021. Le fonds de compensation de la TVA, dont le montant est conditionné sur la réalisation des travaux effectués en N-1. Un important travail a été réalisé avec l'administration pour chiffrer au plus près. Nous sommes pour l'entretien courant du patrimoine sur un montant de 345 000 euros pour l'année prochaine, plus le solde des travaux du groupe scolaire de Chanteloup, 200 000 euros, ce qui nous donne quasiment près de 550 000 euros au titre du FCTVA à Moissy. Toujours en recettes d'investissement, nous avons la taxe d'aménagement qui est principalement sur le parc des Chevrons et estimée à 551 000 euros. Taxe d'aménagement à Moissy-Cramayel qui répond à 3 taux différents selon qu'on se situe dans l'ancien bourg, qu'on soit sur le parc des Chevrons ou sur la zone de droit commun. Donc voilà, 3 taux, ça a été revu longuement également au moment de la commission. L'autofinancement, avec un autofinancement obligatoire, les amortissements établis à 670 000 euros depuis plusieurs années à Moissy-Cramayel, et nous comptons les maintenir à ce niveau-là. Un autofinancement de complémentaire qui sera inscrit dès le budget prévisionnel aux alentours de 200 000 euros, et un autofinancement volontaire qui peut être dégagé en section de fonctionnement au moment du vote du budget supplémentaire. Pour cela, il nous faudra avoir le compte administratif que nous voterons au cours du premier trimestre. Et enfin, en recette, l'emprunt, un emprunt modéré aux alentours d'1 200 000 euros qui permettra à la collectivité de poursuivre sa politique de désendettement. En matière de dépenses d'investissement et au regard des recettes que nous venons d'évoquer, il y a les dépenses ordinaires qu'on va naturellement poursuivre avec les travaux engagés sur les équipements, notamment sur les groupes scolaires, les centres de loisirs, les accueils pré- et post-scolaires, mais également sur la voirie, qui est un engagement de campagne de notre équipe. Les dépenses d'équipement qui peuvent entraîner des baisses de coûts également en fonctionnement, notamment d'énergie, qui font l'objet d'un suivi particulier au quotidien, et ça rentre également dans la démarche de la DSIL avec les investissements qui peuvent être réalisés. Et des dépenses exceptionnelles avec les études de maîtrise d'œuvre qui sont liées au programme de rénovation financé par l'ANRU. Nous en avons déjà parlé. Et en conclusion, donc, une bonne santé financière à Montmoissy qui va résulter de la rigueur sur les dépenses et les recettes et la mise en adéquation des deux. Un pilotage de la dette réel en fonction avec un suivi de notre encours et de nos capacités à éventuellement emprunter derrière, et un dynamisme économique volontariste qui peut également rapporter des recettes fiscales. Malgré le contexte contraint, le budget 2021 va s'inscrire dans la continuité de la politique que nous avons engagée, avec une stabilité des dépenses et une optimisation des recettes, maintenir un haut niveau de la fiscalité locale, et un recours à l'emprunt limité aux opérations d'investissement nécessitant un financement complémentaire. J'insisterai pour terminer sur notre volonté de poursuivre l'entretien de nos bâtiments scolaires, de poursuivre les travaux de rénovation de la voirie, qui sont des points forts de ce mandat, et tout ça en poursuivant une bonne gestion et en désendettant la ville de Moissy. Merci. Voilà, donc
Le débat est ouvert. Merci pour cette présentation très claire. Julien, c'est vrai que ce document permet de s'y retrouver à chaque fois, le fonctionnement, l'investissement, les recettes, les dépenses. Et c'est vrai que, je dirais en forme de conclusion, on a quand même, c'est pas qu'une chance, j'allais dire, puisque on y travaille depuis des années, mais en tout cas le plaisir de constater que notre budget est équilibré grâce à notre bonne maîtrise des finances de la ville et à une gestion à la fois rigoureuse, mais qui sait parfois être généreuse quand il le faut sur certains aspects. Voilà. Alors, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Monsieur Wurst. Béraud, je voulais savoir si c'était normal qu'il n'était pas stipulé, précisé, des équipements sportifs, éventuellement, par rapport à l'investissement qui est prévu. Je peux comprendre hein, tout ce qui est voirie, etc. On est bien d'accord sur tous ces points. Je les approuve fortement, mais je voulais savoir s'il était prévu. Je ne vais pas effectivement renommer le tennis, mais il était prévu officiellement rénovation sur les terrains extérieurs. Donc voilà, je voulais savoir si c'était effectivement. Merci. Vous pouvez Dans les éteindre tuyaux. votre Merci micro. beaucoup. Merci. Julien. On est plus largement sur l'ensemble des équipements de la commune, sachant, alors vous citiez le tennis, mais de mémoire c'est dans notre programme. Voilà, donc les équipements sportifs seront également concernés sur la commune. Il est vrai que ces différents travaux hein, dont nous avons fixé le cap, je dirais, vont pouvoir se dérouler sur les 5 ans qui viennent. Je parle de 5 ans maintenant parce que l'année 2020, elle est déjà bien entamée et malheureusement, on n'aura pas pu travailler comme on voulait. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, il nous reste en effet 5 ans pour notamment entreprendre des rénovations lourdes s'agissant de certains équipements sportifs. Et puis, si nous le pouvons, réaliser, donc construire des équipements nouveaux. Je pense à un équipement qui me semble-t-il, intéresse tous les élus du conseil municipal, qui serait quelque chose qui ressemblerait à une salle des fêtes, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, dans les 5 ans qui viennent, en effet, il faut que, budget après budget, de manière raisonnable et constante et structurée, nous puissions donc mobiliser à la fois notre capacité de financement, mais également mobiliser les subventions de nos partenaires pour progressivement donc faire face à ces besoins d'équipements nouveaux ou à ces besoins de réparation, d'entretien d'équipements déjà existants. Voilà, donc on le verra déjà plus précisément quand nous voterons notre budget au mois de décembre, où là, ligne par ligne, on verra apparaître des propositions très précises s'agissant de ces programmes de travaux. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Nzouetoum. Oui, donc c'est une question pour Julien. C'est sur la taxe foncière sur la propriété bâtie. Du coup, j'aimerais juste avoir peut-être une précision ou un éclaircissement, parce que peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Donc c'est si la taxe foncière sur la propriété bâtie donc, va augmenter dès 2021, si j'ai bien compris, grâce au transfert donc, de la taxe foncière sur la part départementale. Jusque-là, on est bon. Voilà. Donc du coup, je voulais savoir, vu que la taxe d'habitation doit complètement disparaître en 2023, l'augmentation que je constate sur les grilles que vous nous avez fournies précise que les gens, si vous voulez, paieront et à la fois la taxe foncière, donc sur la part communale qui va augmenter dès 2021, sachant qu'ils continueront de payer entre 2021 et 2023 une partie de la taxe foncière qui n'aura pas complètement disparu. Alors peut-être que... Expliquez-moi. Ok, c'est vrai que la fiscalité, c'est toujours complexe. Et en plus, ça bouge. Donc, il faut en effet être attentif. Julien. Plus, quoi. Ah, excusez-moi. Alors, voilà. Merci, Madame la maire. Alors, sur la disparition de la taxe d'habitation, puisque c'est bien le débat, vous avez plusieurs tranches de la population qui vont progressivement jusqu'en 2000. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous avez des tranches de la population qui ne payent plus la taxe d'habitation. Et jusque-là, il n'y avait pas de compensation réelle. Bon. Alors, je vais essayer de refaire simple et de ne pas avoir le débat tel qu'on l'a eu en commission. Les personnes qui ne payent plus la taxe d'habitation, vous pouvez même en avoir qui ne payent pas de taxe foncière sur le bâti. Voilà.
manière assez logique. Donc il n'y aura pas de personnes qui continueront à payer et la taxe foncière si elles sont la taxe d'habitation si elles ne sont plus concernées et la taxe foncière à côté. Le transfert de la taxe foncière sur le bâti du département va se faire progressivement au montant qu'on perd en fonction du dégrèvement. Je vous prends un chiffre tout à fait au hasard. Si sur la taxe d'habitation en 2021, Moissy-Cramayel perd 5 millions d'euros parce que le dégrèvement, enfin le nombre de foyers fiscaux qui ne la payent plus représente 5 millions d'euros, nous récupérerons 5 millions d'euros sur la part de la taxe foncière bâtie du département. À terme, on sait que la part du foncier bâti touchée par le département est supérieure à la part de la taxe d'habitation qu'on devrait perdre. De mémoire, on est sur 14 millions de taxes foncières bâties du département et Moissy perd 13 millions de taxes d'habitation, peu ou prou dans les grandes lignes. Donc, on sera compensé de manière intégrale et progressivement dans le temps en fonction des tranches de population qui ne payeront plus la taxe d'habitation. On a des écrits. Oui, mais si vous voulez, tout ça mute, en effet. Je crois que ce qui est important de comprendre pour les habitants, c'est que la taxe d'habitation donc est progressivement supprimée. Ça s'est déjà engagé donc cette année, ça va se poursuivre et normalement en 2023, plus personne ne payera de taxe d'habitation. Comme c'est une recette pour partie pour la ville, évidemment que les villes s'inquiètent en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? C'est une recette que l'on touchait avant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, l'État a imaginé une compensation qui serait en fait prélevée sur la fiscalité départementale. Alors, on ne va pas faire le débat et les départements, comment ils vont faire. C'est le problème des départements. Voilà, nous, en tout cas, on ne devrait pas sentir, si vous voulez, les effets de cette nouvelle organisation financière. Là où ça pose problème, c'est que du coup, alors que jusqu'à présent, c'était les villes qui décidaient de leur fiscalité et des taux de la fiscalité, eh bien demain, c'est fini. On dépend, si je puis dire, les villes, les budgets des villes dépendent de dotations de l'État. Donc selon que l'État maintiendra un certain niveau ou pas, eh bien voilà, on sera tributaire de ces décisions au niveau national. Et ça, c'est très contrariant, car au fil des années, on se rend compte que, eh bien, progressivement, les villes ne vont plus avoir aucune marge de manœuvre directe sur une fiscalité locale qui était jusqu'à présent leur apanage. Ça va être fini. On va avoir certes, voilà, espérons-le, souhaitons-le, en tout cas aujourd'hui ça se confirme, on aura des compensations, mais ce n'est plus nous qui déciderons. Voilà, donc il y a une perte, si vous voulez, d'autonomie fiscale que dénonce l'ensemble des maires de France. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est compensé. Mais je dois même ajouter, parce qu'il faut être tout à fait clair et honnête là-dessus, en investissement cette fois-ci, on se rend compte que dans le cadre du plan de relance, tout le monde a entendu parler du plan de relance, eu égard à la crise économique que nous traversons, eh bien l'État aujourd'hui répond présent et flèche beaucoup d'aides à l'investissement pour les communes. Voilà, ça on le reverra quand on va voter notre budget au mois de décembre. Vous verrez, figureront des subventions qui sont, je dirais, supplémentaires à ce qu'on avait pu constater les années précédentes. Donc ça, dont acte. Merci l'État. Mais tout ça est très... en tout cas, il faut veiller là-dessus comme le lait sur le feu, parce que ça bouge. Ça bouge. Et évidemment que on veut pas perdre financièrement parlant de recettes dans ces affaires-là pour pouvoir continuer à gérer notre ville de manière positive et voire même confortable. Voilà, ça vous convient comme explication, Monsieur Nzouetoum? On va bien expliquer aux gens aussi qu'ils n'aient pas l'impression voilà. on paie plus. Il faut être tout à fait rassurant s'agissant de la fiscalité. Très pédagogue aussi. Voilà. Sur la fiscalité locale, je crois que c'est ce qui importe d'abord aux citoyens. Hein, c'est son porte-monnaie, je dirais. Le citoyen ne sera pas sollicité de manière supplémentaire. 2021, on y paierait et à la fois, pour ceux qui continuent de la payer, la taxe d'habitation, et l'augmentation de la taxe foncière sur l'eau. C'est vrai qu'on a... Après, bon, il a donné des explications qui... C'est complexe, en effet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceci a été présenté en commission finance, n'est-ce pas? Oui. Oui, Aziz, pardon. Question par rapport au désendettement de la ville. C'est important puisque j'aime bien le mot pilotage de
de la dette. Je voulais savoir exactement, est-ce qu'au niveau des strates nationales, on est bien au niveau du classement pour qu'on soit en moyenne, et le désendettement, est-ce que ça se fait par rapport aux ressources et par rapport aux économies qu'on a? Deuxième question, c'est par rapport aux ressources humaines. Est-ce que les assistantes maternelles sont dans l'effectif des agents en CDI ou c'est un budget à part? C'est deux questions que je voulais avoir. Merci. Julien, je te laisse répondre. Alors, concernant la strate au niveau de l'endettement, comme on l'a souvent dit en conseil municipal, on est dans la strate des communes de même type, peut-être un petit peu légèrement au-dessus, avec notre pré-relais, mais qui était un choix assumé en 2019 de faire ce pré-relais de 2,3 millions dans l'attente du FCTVA. Donc, on est dans la strate normale des communes de même niveau que nous. Oui. J'ai oublié la deuxième partie de ta question sur le premier point. Les assistantes maternelles ne sont pas compris de mémoire dans le calcul global des effectifs. Je crois qu'on l'avait vu en commission. Oui. C'est dans la masse salariale, mais ça ne décompte pas de TP. Voilà. Elles sont dans la masse salariale. Oui, ce sont des employés de la ville. Donc, mais ne décompte pas de TP. Ce sont des salariés de la ville et la masse salariale, bien sûr, les concerne également. Mais au niveau du nombre d'équivalents temps plein, en effet, c'est fluctuant et on ne retient pas ce nombre. Voilà. Non, en effet, notre commune est endettée, certes, mais endettée de manière raisonnable. Et nous sommes donc dans la moyenne de l'endettement par habitant, s'agissant de notre strate de population qui est proche de 18 000 habitants. Voilà, donc là encore, un indicateur qui révèle la bonne santé et l'équilibre de notre budget. Bien, chers collègues, écoutez, donc si on a eu l'occasion d'échanger, et c'est le but sur ce rapport d'orientation budgétaire, je reprends la délibération. Donc on doit approuver ces orientations budgétaires et bien sûr transmettre la délibération. Donc sur l'approbation de ces orientations budgétaires, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, écoutez, je vous remercie. Donc ce rapport est approuvé par le conseil municipal. Alors, nous allons poursuivre par une délibération importante également. Merci Julien, merci les services, notamment les services financiers qui ont préparé tout ce travail. Voilà, donc nous allons maintenant poursuivre s'agissant de la carte scolaire, donc vers la commission ville, animée par Carole Moïse. Je vais lui demander de rapporter cette délibération puisqu'elle est également maire adjointe en charge de l'éducation. Carole. Pardon. Merci Madame la maire. Donc, conformément aux articles du Code de l'éducation, la commune a la responsabilité de définir le périmètre de chacune des écoles. Les élèves du premier degré des écoles publiques OSCN sont donc scolarisés en fonction de leur adresse. Ainsi, compte tenu de l'urbanisation de la ZAC Écoquartier de Chanteloup et de l'ouverture du nouveau groupe scolaire de Chanteloup, il convient d'ajuster la carte scolaire. Donc, ces ajustements doivent permettre de garantir aux habitants une scolarisation à proximité de leur lieu de résidence et répartir les effectifs scolaires de l'ancien périmètre de Chanteloup sur les secteurs de Jattot et des Audes. Et bien entendu, scolariser les nouveaux habitants dans le nouveau groupe scolaire de leur quartier. Néanmoins, pour faciliter le quotidien des habitants, pour les élèves déjà scolarisés qui seraient amenés à changer d'école du fait de cette évolution, et compte tenu des possibilités d'accueil réglementaires, il est proposé que les familles puissent choisir entre le maintien de l'inscription au groupe scolaire Chanteloup jusqu'à la fin de leur scolarité qui avait résulté de l'application de l'ancien périmètre, ou celui résultant désormais du nouveau périmètre scolaire. Sur proposition de la maire, le conseil municipal décide de modifier la sectorisation des écoles publiques de Chanteloup, Jattot et les autres pour prendre en compte l'évolution démographique de l'écoquartier et que les nouveaux périmètres seront applicables dès la rentrée scolaire 2021-2022. Voilà.
Merci Carole. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'une modification d'une partie de la carte scolaire de Moissy-Cramayel. Il s'agit du nord de la commune, autour des groupes scolaires de Chanteloup, de Jattot et des Aulnes. Pourquoi? Nous avons ouvert un nouveau groupe scolaire cette année dans le nouveau quartier, l'écoquartier de Chanteloup. Donc, c'est un peu les vases communicants. Vous savez, dans les autres groupes scolaires alentours, les effectifs ont baissé. Par contre, les effectifs montent dans ce nouveau groupe scolaire. Or, il faut prévoir de pouvoir accueillir de nouveaux enfants au fur et à mesure de la livraison des nouveaux logements. Donc, il faut répartir différemment. Voilà. Ce qui nous facilite la tâche et qui est extrêmement positif pour les familles, c'est que les familles qui ont déjà scolarisé leurs enfants dans le groupe scolaire 9 de Chanteloup actuel ne seront pas obligées de les retirer si on leur dit, eh bien demain, vous dépendez du groupe scolaire de Jattot ou des Aulnes. Non, les enfants pourront terminer leur scolarité dans ce nouveau groupe scolaire. Par contre, les nouveaux entrants, si je puis dire, seront orientés, eux, vers les groupes scolaires de leur secteur. Donc, pas de drame, ça devrait se passer de manière apaisée. Et je voudrais demander à Carole et aux collègues qui siègent dans ces conseils d'école. Je sais que vous avez déjà abordé le sujet en conseil d'école, justement, avec les parents, les enseignants. Comment est-ce que ça s'est passé? Nous avons reçu les parents d'élèves de chaque groupe scolaire et ils étaient ravis qu'on les informe de ce changement et ils étaient aussi contents de savoir que, surtout pour Chanteloup, que les enfants seraient pas obligés de changer d'école et qui pourraient terminer leur scolarité où ils avaient commencé. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours sensible, vous savez, hein, les périmètres scolaires. Oui, monsieur Nzouetoum, je vous en prie. Et juste encore une fois, une petite précision. Donc, quand vous dites terminer leur scolarité, c'est jusqu'au... Élémentaire. Voilà. Hein, un enfant qui est dans le cycle. Voilà, c'est pas sur une année. Okay. Voilà, il pourra... et la fratrie, d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, la fratrie. Voilà. C'est très bien. Voilà, on ne séparera pas des enfants. Ceux qui sont engagés dans ce groupe scolaire termineront leur scolarité dans ce groupe scolaire. Voilà. Je pense qu'effectivement, dans ces conditions, c'est largement acceptable et ça ne doit pas bouleverser la vie des familles et l'équilibre donc de la scolarité des enfants. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de la commission Solidarité. C'est Natacha Riodin qui va rapporter sur une convention de partenariat entre la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud et l'association Les Concerts de Poche et la commune. Natacha. Il s'agit d'un beau projet proposé par l'association Les Concerts de Poche, qui, en partenariat donc, avec le Conservatoire de musique, à travers le Grand Paris Sud et l'espace arc-en-ciel. Donc, l'idée de ce magnifique projet est d'accorder donc à 7 familles qui n'ont pas forcément donc l'occasion de connaître l'univers musical en général, de travailler avec un professionnel. Pour ce faire, donc, ces 7 enfants inscrits au Conservatoire de musique et identifiés par l'espace arc-en-ciel pourront profiter tout au long de l'année scolaire d'ateliers de chant et pourront par la suite montrer leurs compétences, leurs qualités à travers 2 restitutions, dont une programmée au Théâtre de Corbeil le 2 décembre et l'autre à Reims. Donc, attendez, vous terminez. Oui. Il est aussi prévu d'en faire une aussi sur la commune. Alors, donc, en cas d'événement, bien entendu, externe lié au Covid, les organisateurs proposeront des aménagements afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. S'agissant de la participation financière pour la rémunération des intervenants, c'est l'association Concert de Poche qui prend tout en charge grâce à des subventions associatives. Quant aux inscriptions, ils se feront directement donc auprès du Conservatoire de musique avec une participation des familles à hauteur de 20 € par enfant et pour l'année. Pour information, donc, ce montant correspond donc à une grille tarifaire fixée par le Grand Paris Sud.
Le coût total de cette opération donc, a été fixé à 85 €, donc, avec une adhésion donc, de 20 € par famille qui correspond au reste à charge, et donc après la participation des différents partenaires. Alors, il est prévu que les ateliers ont lieu donc, tous les mercredis, hors période vacances scolaires, à compter donc, de la signature de la convention. Merci. Alors, écoutez, on peut ouvrir le débat. Monsieur Wurtz, vous vouliez dire quelque chose? Tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît, Natacha. Merci, Monsieur Wurtz. Non, je suis ravi. En tant que musicien, je peux qu'adorer. Non, ce qui me pose problème, c'est effectivement l'organisation. Mais ça, Madame Mondéne, pardon, vous l'avez évoqué, c'est effectivement le problème de Covid-19 qui peut poser problème. Bien sûr. Et bravo. Rien à dire. Oui, sinon, en effet, il s'agit d'une magnifique sensibilisation des enfants. Bon, voilà, à l'univers de la grande musique, au contact avec des artistes de renommée nationale, régionale. C'est vrai que c'est une ouverture culturelle extrêmement, extrêmement forte. Tu disais, Natacha, combien d'enfants pourraient en profiter? 7, c'est ça, ouais. Très bien. C'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'on a ce partenariat? Alors, Si. là, il me semble que oui. Donc, Oui, c'est ce une serait la nouvelle première opération fois. pour l'année scolaire D'accord. 2020-2021. D'accord. Alors, Moissy n'était pas encore dans ce dispositif, mais je crois qu'à l'échelle de l'agglomération, il y a déjà des villes qui étaient dans le dispositif. C'est ça, Anne-Marie? Bon, tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît? En fait, les concerts de poche sont venus faire des concerts de poche ici, sur la ville, mais il y a 10-15 ans. Oui, et ils reviennent. C'était à l'école de musique. C'était très intéressant parce que justement, les adultes comme nous, pas les enfants qui voulaient venir, avaient accès à l'écoute de musiciens de haut niveau. Mhm. Et c'était le département qui prenait en charge. Mhm. Possible, tout à fait. Non, il y a en effet il y a une tradition à Moissy, hein, de faire pénétrer, je dirais, la musique, les instruments de musique, voilà, dans les établissements. Je pense au Collège des Maillettes, par exemple, voilà, et tout ça aussi en lien avec certaines de nos associations. Je pense également à l'Orchestre d'harmonie de Moissy-Cramayel. Tout ça converge et c'est très bien, je crois, pour tout le monde. Alors, sur cette délibération, l'abstention, vote contre, approuvé à l'unanimité, bien sûr. Merci. Merci, Natacha. On revient dans le monde des finances avec Julien Béraud pour une petite décision modificative numéro 2, c'est ça? Allons-y. Micro. Merci Madame la maire. Je dirais même une décision modificative numéro 2 très technique, puisqu'en section de fonctionnement en matière de dépenses, on inscrit 8 432 € dans le tableau où ce sont des mouvements qui s'équilibrent entre dépenses. C'est lié au transfert de compétences à Grand Paris Sud en matière de voirie, un transfert complémentaire qui avait été décidé en CLECT l'année dernière, en 2019. On est sur 1430 mètres de voirie transférée à Grand Paris Sud, donc pour 8 432 €. Donc un petit mouvement entre comptes. En matière d'investissement sur les recettes, inscription de 574 824 € qui viennent s'équilibrer en dépenses et en recettes. Les 4 premières lignes du tableau en jaune correspondent à des écritures d'ordre qu'il nous est nécessaire de réaliser tout simplement pour percevoir le FCTVA l'année prochaine. Donc indispensable de le faire dès maintenant. La dernière ligne à 353 999 étant une écriture nécessaire pour l'intégration de la comptabilité patrimoniale de la ville. Et toujours en matière d'investissement, sur les dépenses, donc on retrouve nos montants qui s'équilibrent entre dépenses avec les précisions des différentes dépenses concernées, et on retrouve ce bloc de 574 824 d'écriture d'ordre tout en haut de la page. Donc il est demandé au Conseil de décider de modifier le budget 2020. Merci. Des questions sur ces différentes opérations qui sont vraiment tout à fait transparentes, hein. Voilà, il y a des choses même anecdotiques. Je vois l'acquisition d'un lave-vaisselle. Bon, voilà, mais c'est la vie, hein. Il faut
ne rien oublier. Voilà. Voilà, sur cette DM2, décision modificative numéro 2, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée, je vous en remercie. Julien, toujours, une sortie d'actifs. Alors, sortie d'actifs, très rapidement, des biens qui sont au patrimoine de la commune et qu'il nous faut sortir de ce patrimoine. Donc, il est proposé au conseil municipal de décider la sortie du patrimoine communal de 105 extincteurs acquis en 2009 et du fameux lave-vaisselle du Club des Anciens acquis en 2014. Et donc, il est demandé d'autoriser Madame la maire de signer tous les documents en rapport avec cette délibération. Merci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces extincteurs? Ils sont périmés. Voilà. Ils sont fatigués, ils sont plus efficaces. Voilà. Donc, ils sont remplacés. Donc, on les sort, en effet, de notre, comment ça s'appelle, de notre patrimoine. Voilà. Je suppose que ça n'a... S'il te plaît, mets ton micro. Voilà. La question étant, est-ce qu'ils sont recyclés, c'est ça? Voilà. On les emmène où pour les recycler? Oui, c'est ça. D'accord. Mais on posera la question à notre fournisseur, qu'est-ce qu'il en fait, en effet. Bonne remarque. Merci. Voilà, j'ai fait voter, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ensuite, donc, des créances irrécouvrables. Ouais, malheureusement, il s'agit d'effacement de dette chaque année. Julien? Alors, créances irrécouvrables pour un montant total de 784,91 euros. Petite distinction, les créances irrécouvrables, c'est prononcé par un juge, donc ça s'impose à la collectivité. Donc, nous avons difficilement le choix. Donc, il est proposé au Conseil de constater l'effacement des dettes pour 784,91 € en fonction du tableau afférent. On voit qu'il y a un jugement de mars 2015 et un jugement de septembre 2018. Et donc, on imputera ça naturellement sur notre budget. Merci, oui. Question, non, là-dessus? Merci. Donc, je propose... Pardon, oui, Aziz, tu veux prendre la parole? Julien, tu coupes ton micro. Merci. C'est des dettes de famille ou c'était pour... Oui, c'est des dettes de cantine, oui, c'est ça. Oui, Julien? Oui, principalement des dettes de cantine et ça concerne une seule famille. L'ensemble des dettes concerne une seule famille. Mais il y a une décision du juge qui s'impose à nous. Oui, il y a une décision du juge, commission de surendettement. Donc... Bien. Voilà, heureusement, c'est pas une somme trop importante. Voilà, donc sur cette délibération, des abstentions, des votes contre, elle est approuvée. Et on passe maintenant aux admissions en non-valeur. Julien, toujours. Alors, admission en non-valeur, nous avions adopté lors du conseil municipal du mois de juin une liste d'admissions en non-valeur pour un montant total de 12 723 € sur un budget prévu de 12 750 € au BP. Nous avons voté les admissions en non-valeur, nous avons transmis au comptable public et le comptable public s'est aperçu qu'il avait fait une erreur avec une liste qui ne nous appartenait pas pour un montant de 5 246,59 €. Donc le comptable public est revenu vers nous cet été, nous a dit désolé, on s'est un peu trompé, donc il nous demande de redélibérer. Donc on est bien sur les 12 723 adoptés au mois de juin, moins les 5 246 € d'erreur que nous rajoutons dans cette délibération d'admission en non-valeur et on sera toujours à 12 723 € d'admission en non-valeur pour 2020 et le comptable public sera content. Bon, c'est vraiment technique de technique. Bon, le comptable public a présenté ses excuses, c'est ça? Parfait. Anne-Marie, si tu veux prendre la parole, tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît? Ah bon, c'était une blague. J'ai pas entendu, les internautes ne vont pas entendre. C'est dommage. Bien, donc sur cette délibération, admission en non-valeur, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et enfin, la dernière délibération s'agissant des finances, un avenant numéro 4 à la convention de groupement de commandes passé le 20 novembre 2015 pour la passation des marchés d'assurance. Julien. Merci Madame la maire. Alors, un groupement de commandes a en effet été passé le 20 novembre 2015 pour un marché d'assurance
regroupant la ville de Moissy, mais également le CCAS. Ce choix avait été fait à l'époque, puisque un groupement de commandes, c'est plus avantageux financièrement que si la ville de Moissy avait passé sa propre commande avait passé son propre marché et le CCAS son propre marché. Donc, on a fait ce groupement et il est proposé par cet avenant numéro 4 de récupérer les fonds auprès du CCAS, puisque c'est la mairie qui gère l'intégralité. Donc le CCAS doit reverser au titre de l'année 2019 480,98 € au titre de la responsabilité civile, 62,26 € au titre du dommage aux biens et 163,68 € plus 850,77 € au titre de l'assurance automobile. C'est une délibération traditionnelle dans les relations entre la municipalité et le CCAS. Merci. La question, je n'en vois pas. Abstention, opposition, adopté. Je vous remercie. Merci Julien. Merci les services. Donc on passe à l'administration générale et ressources humaines. Alors, une délibération importante, il s'agit de la formation des élus. Voilà, je vais vous la présenter. Vous savez que la formation des élus, c'est un droit. Et il est important donc que nous définissions le contour du périmètre de cette formation. Début de mandat oblige. Donc, je vous propose d'adopter les orientations suivantes. L'accès à la formation est garanti à chaque élu, hein, on insiste bien là-dessus, qu'il soit ou non de la majorité de l'Assemblée, bien sûr, où il siège. Il ne sera pas fait de distinction entre appartenance politique par l'attribution, par exemple, d'une enveloppe affectée au groupe politique, ni de distinction entre la fonction de maire, maire adjoint, conseiller délégué ou conseiller municipal. Tous les membres du conseil municipal ont droit à la formation. Ce choix s'exercera selon le choix des élus, à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, il y a un cadre. Les orientations suivantes doivent être privilégiées. D'abord, une formation, je dirais, qu'on peut qualifier de fondamentale, c'est-à-dire tout ce qui touche à la gestion des politiques locales, la réforme territoriale, la démocratie locale, le fonctionnement de l'intercommunalité, les finances publiques, on vient de le voir à l'instant, c'est quelque chose de complexe, la commande publique, les marchés, etc. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux et il est vivement recommandé donc aux élus de prendre rang pour des formations dans ces domaines-là. Également, ce qui est tout à fait cohérent, c'est que des élus souhaitent des formations en lien avec leur délégation. Voilà. Hein, c'est tout à fait cohérent. Donc, vous êtes tous, en tant que conseillers municipaux, vous siégez tous dans des commissions. Et s'agissant donc des centres d'intérêt de ces commissions, vous pouvez en effet exprimer un besoin de formation s'agissant du domaine social, du domaine culturel, sportif, etc. Également, un registre de formation qui est important, on n'y pense pas forcément, c'est toutes les formations qui favorisent l'efficacité personnelle dans l'exercice des fonctions. Comprenez par là tout ce qui touche à la prise de parole en public, par exemple, à la formation, à la négociation, à la gestion des conflits, toutes qualités qui sont bien utiles dans l'exercice d'un mandat local. Et puis également, une famille de formations importantes, nous semble-t-il, les formations relatives à l'égalité des hommes et des femmes. Voilà, c'est un axe fort de notre action municipale, d'introduire, je dirais, la préoccupation constante de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et ma foi, ça ne va pas de soi. Et il peut en effet être bien utile d'avoir accès à des formations qui permettent de donner du fond, je dirais, à certains arguments. Voilà, donc les élus titulaires d'une délégation devront suivre une formation en rapport avec celle-ci au plus tard en 2021, par rapport à la délibération que nous allons prendre ce soir. Et quant au périmètre financier, ce qu'il est rappelé, c'est que le montant prévisionnel des dépenses de formation doit rester compris entre 2% et 20% du montant total des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal, soit entre 3 587 €, qui serait un plancher, et 35 865 € qui serait un plafond. Je vous propose, un moyen terme, quelque chose de raisonnable, d'inscrire en tout cas pour le budget annuel à venir, une prévision de 15 000 €. Voilà. C'est plus que le mandat précédent, c'est donc relativement généreux.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir comment ça se passe, comment cette enveloppe est utilisée, si elle est utilisée complètement ou pas, et puis on fera le bilan, et s'il faut l'abonder, eh bien, dans le respect du plafond que j'ai évoqué tout à l'heure, je le rappelle, 35 000 € environ, eh bien, on l'abondera si nécessaire. Voilà, donc c'est quand même un cadrage important sur lequel il faut se mettre d'accord. Et je le répète, donc s'agissant donc des modalités opératoires, les élus qui souhaiteraient suivre une formation en feront la demande à la maire, à moi-même, sous forme d'une demande écrite adressée à mon cabinet au moins 15 jours avant la date de début de formation. Bien sûr, s'il vous plaît, pas au dernier moment. Et je le rappelle, toujours s'agissant d'un organisme agréé donc par le ministère de l'Intérieur. On est bien d'accord. Pas une formation à la menuiserie ou je sais pas moi, aux soins esthétiques ou au massage, je sais pas. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi je pense qu'il faut rappeler le cadre, le périmètre et le budget qu'on s'autorise à consommer au titre de ces formations. Est-ce que j'ai été claire? J'ai été claire? Merci. Monsieur Nzouetoum, je vous en prie. Pardon. Répondu. C'est une enveloppe qui sera reconduite chaque année, c'est ça? Oui, absolument. Et sans limite de demande pour un élu où il y a ces règlements. Parce que du coup, ça serait le même élu qui demanderait toujours les mêmes formations. Bien sûr que c'est pourquoi on vous demande de formaliser la demande, de la mettre par écrit si vous voulez. Je peux me réserver de réguler. Voilà. Hein, si c'était un seul ou toujours les mêmes élus qui demanderaient toujours les mêmes choses, bien sûr qu'on en discuterait. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura un cumul de l'enveloppe si jamais l'enveloppe sur l'année N-1 n'a pas été... Oui, pardon, excusez-moi, il y a un paramètre en effet que j'ai peut-être oublié de... Oui, c'est 18 jours de formation par élu pendant le mandat. D'accord. Maximum. 18 jours de formation par élu pour les 5 ans qui viennent. Bon, c'est une autre manière. Okay. Oui, c'est un cadre aussi. Et du coup, d'accord. Donc, dans le cas où sur une année... l'enveloppe n'aura pas été totalement utilisée. Est-ce qu'elle sera reportée? Bien sûr, bien sûr. C'est un forfait. Très bien. Forfait de 18 jours, 15 000 € votés chaque année. Et c'est là où je vous dis, on verra comment on utilise cette enveloppe. S'il fallait l'abonder, on peut l'abonder. Voilà. Je vous en prie, merci pour ces questions qui permettent de préciser le sujet. Voilà, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est adoptée. Ensuite, une délibération autorisant la signature d'une convention de rupture conventionnelle. Alors ça, les ruptures conventionnelles, c'est nouveau, n'est-ce pas, Jean-Claude? Maintenant, les collectivités locales peuvent, comme les entreprises du privé, signer des conventions de rupture conventionnelle. Donc, il se trouve qu'un membre de l'administration, un agent de maîtrise titulaire, en l'espèce, nous a adressé cette demande. Donc, le directeur général des services s'est entretenu avec lui et a abouti donc à un accord que je vous propose de valider, si vous le voulez bien. Voilà, c'est un agent qui avait une ancienneté de service de 20 ans. Voilà, il s'agit de monsieur Grégory Chapuis qui a souhaité donc cette négociation, cette convention de rupture conventionnelle. Et il y a eu un accord s'agissant d'une somme qui serait versée à hauteur de 30 000 € par la collectivité pour lui permettre donc de nous quitter. La date de cessation définitive de fonction serait fixée au 1er janvier 2021. Voilà, donc c'est souhaité par l'agent. Oui, je vois là des personnes qui connaissent bien les ressources humaines. C'est souhaité par l'agent, permis par la loi, bien sûr. D'ailleurs, on ne peut pas le refuser. Et c'est sur la base d'une négociation contractuelle. Donc un accord a été arrêté autour de la somme de 30 000 €. Un agent qui avait déjà une longue carrière dans la fonction publique territoriale, pas seulement à Moissy, je crois, pas seulement à Moissy. Voilà le cadre de cet accord. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Très bien. Je soumets cette délibération au vote. Abstention, vote contre. Elle est approuvée. Je vous remercie. Et enfin, une modification du tableau des effectifs. Voilà, assez succincte. Il s'agit de création suite à des avancements, donc des créations, des évolutions donc de carrière, la création d'un poste de rédacteur principal,
aux ressources humaines, un poste d'adjoint administratif principal de première classe à la direction générale adjointe fonctionnelle, direction aussi générale adjointe technique, la création d'un poste de technicien principal de première classe à temps complet. Au patrimoine bâti également un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Bâtiment, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Aux moyens généraux, création d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet également. Et aux espaces verts propreté, la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet et d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Voilà, on favorise donc l'évolution des carrières des personnels. Je crois que c'est une bonne chose, évidemment, pour eux et pour la collectivité. J'espère que ça les motive et que ça marque notre attachement à leur travail. Des questions? Il n'y en a pas, donc je soumets au vote. Des abstentions, des votes contre. La délibération est adoptée. Chers collègues, avant de nous séparer, je vois notre directeur général qui est prêt à bondir en me disant que il faut signer les registres, mais que vous ne changez pas de place. Hein, voilà, on va vous passer les registres, c'est l'administration qui va vous passer les registres, donc pour respecter les consignes sanitaires. Et avant cela, Florence, je voudrais vous faire une proposition. Évidemment que le contexte sanitaire a de nombreuses répercussions, on parlait tout à l'heure de la vie associative, eh bien, ça percute complètement l'organisation du Téléthon. Pas de Téléthon cette année. Bon, extrêmement contrariant. J'avoue que je me suis permise de réfléchir. Il est vrai que j'avais une information. Voilà. J'ai rapproché une information qui était portée à ma connaissance. L'information, la voici. L'association collectif Mauritanie, Moissy-Rosso, vous savez qu'on est jumelé avec une ville de Mauritanie, Rosso. Il se trouve que ce jumelage est au point mort aujourd'hui, pour différentes raisons. Le terrorisme qui a sévi dans ce pays et qui est encore fortement dangereux, on ne peut pas s'y rendre facilement, d'une part, le contexte sanitaire d'autre part, bref, cette association est au point mort. Son président actuel est venu vers nous et nous a dit « Je souhaite dissoudre l'association car aujourd'hui elle n'a plus d'activité ». Dont acte. Et il nous a donc signifié que la somme d'argent qui restait sur le compte de l'association, eh bien évidemment, il souhaitait la restituer à la ville. Enfin, je dis évidemment, ça n'allait pas de soi. En tout cas, ça a été le souhait du président de l'association actuelle. Je parle sous le contrôle de Julien Kawan. Donc, voilà, c'est monsieur Patrice Magne, rien à voir avec moi, hein. Voilà, c'est un homonyme, qui donc nous a fait un chèque de 7 000 €. Bon, voilà, 7 000 €. Oui, il y avait sur le compte de cette association, accumulé au fil des années, parce qu'on espérait toujours pouvoir continuer à développer des actions. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est que ces 7 000 €, eh bien, on les reverse, nous, ville de Moissy-Cramayel, à l'organisation du Téléthon. Au Téléthon. Voilà, l'AFM Téléthon. C'est l'association qui organise le Téléthon, puisqu'il ne pourra pas y avoir de mobilisation associative et bénévole, si vous voulez. Vous savez, on fait des collectes, on constitue des cagnottes dans les écoles, etc. Il y a une soirée associative à laquelle la ville, bien sûr, s'associe. C'est pas possible. En même temps, on ne peut pas laisser tomber cette cause, qui est vraiment une grande cause nationale. Donc, j'avais envie de vous faire cette proposition, si vous en êtes d'accord, que ces 7 000 € qui nous sont restitués ou en tout cas dévolus, soient fléchés sur l'AFM Téléthon. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? C'est pas une délibération, voilà. Ça vous convient? Très bien. Écoutez, je vous remercie, chers collègues. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à la plus grande prudence. Et puis, je vous invite à relayer, comme chaque élu doit le faire, les messages de respect des consignes sanitaires auprès de nos concitoyens. Et je vous invite à la plus grande prudence en ces périodes bien troublées. Merci. Au revoir les internautes qui nous ont suivis pour tout ou partie de ce conseil municipal. Désolée pour les débuts un peu difficiles au niveau du son, mais plus ça ira, mieux les choses se passeront. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.